Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, dans notre petite série des bilans, on va se faire un nouveau petit bilan, les copains. On va se poser la question de savoir quel est le pays organisateur qui a le mieux réussi son Mondial 2026. Alors, c'est vrai qu'il y a trois grosses sélections. Enfin, trois grosses sélections. Il y a 3 sélections déjà, ce qui n'est pas commun d'avoir des Coupes du Monde organisées sur 3 pays. Donc 3 pays organisateurs, on avait eu déjà 2. On rappelle de 2002 avec la Corée du Sud et le Japon. Là, on en avait 3. Donc voilà, il y a des fortunes un peu diverses. Maintenant, il y a un point commun entre ces équipes, c'est qu'elles se sont arrêtées les 3 en 8e de finale. Donc, forcément, la question de savoir qui a le mieux réussi dans cette Coupe du Monde 2026 a du sens. Puis ça permet au moins de remettre un peu en lumière ce qu'a pu nous proposer le Mexique d'un côté, le Canada de l'autre et les États-Unis qui étaient un petit peu la tête de gondole, on va dire, de cette Coupe du Monde. Des fortunes un peu diverses. Donc là, pour une fois, on le fait pas en live, ce petit podcast. Là, on le fait uniquement au podcast. Donc pour vous qui l'écoutez au podcast, c'est juste pour vous, ce petit débat. Mais on s'est rendu compte aussi, en regardant un petit peu les stats, qu'on a pas mal de téléchargements de podcasts dans la zone américaine. Donc pas mal entre le Canada et les États-Unis. Donc, pour vous faire plaisir un peu les copains, on va parler un peu du Canada et des États-Unis et aussi du Mexique. Donc, on va se poser la question de savoir qui a mieux réussi. Comme je l'ai dit dès le départ, les trois se sont arrêtés en 8e de finale. Donc, ça va pas être forcément le résultat brut qui peut nous aider à les départager, puisque les 3, mine de rien, elles ont fini au même stade, celui des 8e de finale. Donc à ce niveau-là, on va pas pouvoir. Maintenant, il y a des fortunes diverses. Le Mexique qui termine premier de son groupe avec 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets, plus derrière l'élimination de l'Équateur, qui était une espèce de petit outsider dans notre Coupe du Monde 2026. Ouais, c'est quand même costaud. Est-ce que c'est plus costaud que ce que nous a proposé le Canada, qui termine premier de son groupe, qui termine 2e de son groupe, pardon, derrière la Suisse, mais devant la Bosnie et le Qatar, qui a évidemment écrit l'histoire puisqu'elle a enfin remporté un match en Coupe du Monde avec le 6-0 contre le Qatar, mais derrière contre la Suisse
et contre la Bosnie, bah, ça coince contre la Suisse et match nul contre la Bosnie un petit peu maladroit. Bon, derrière, il y a un 16e de finale qui est remporté face à l'Afrique du Sud dans un match qu'ils ont globalement maîtrisé et dominé. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan? Et de l'autre, les États-Unis, qui commencent en fanfare avec un 4-1 contre le Paraguay, surtout quand on sait comment le Paraguay, c'était compliqué d'arriver à leur marquer des buts, leur en mettre 4 dans un match, franchement, c'était costaud. Mais derrière, il y a ce match contre l'Australie qui est remporté, et puis défaite contre la Turquie, avec une équipe B, face à la Bosnie, c'est pas super maîtrisé pendant une bonne partie du match. Il y a le carton rouge de Balogun, avec ce que ça comporte. Et puis en 8e de finale, ça se fait quand même balayer gentiment par les Belges. Là où les Marocains vont aussi balayer les Canadiens 3-0. Ouais, il y a que les Mexicains. Il y a que les Mexicains qui font véritablement le match, même au moment de leur élimination. Parce que si on se rappelle bien du 8e de finale contre l'Angleterre, on peut quand même juste voir que le Mexique a fait plus que de la résistance. Ils ont été véritablement actifs dans ce match. Alors oui, il y a les 2 buts encaissés en 2 minutes. Ça, c'est un vrai manque et c'est un vrai regret pour cette équipe du Mexique, parce qu'elle s'est un petit peu tiré une balle dans le pied toute seule avec cette péripétie, parce que 2 buts en 2 minutes, ok, que tu prennes un but, ok, derrière tu prennes 2 buts en 2 minutes, ou alors qu'en deuxième mi-temps les Anglais se retrouvent à 10 et toi tu retrouves rien de mieux que concéder un penalty dans les minutes qui suivent. C'est vrai que les Mexicains peuvent s'en vouloir. Maintenant, c'est 3-2 dans un match vraiment où ça se joue à pas grand-chose qu'on puisse partir en prolongation. Et qui sait ce qui serait passé si ça avait été en prolongation. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai envie de vous dire que les Mexicains, sur le parcours, c'est eux qui ont été le plus compétitifs, parce que dans ce fameux 8e de finale, ok, tout le monde se fait sortir en 8e, mais dans ce 8e, eux, ils existent vraiment. Là où les États-Unis font illusion en revenant à un partout, mais derrière, il y a vraiment une maîtrise totale de la Belgique. Et face au Canada, le Maroc, ok, va galérer pendant une mi-temps, mais au fond, il n'y a pas de débat. C'est remporté 3-0. Bon, un peu compliqué. Je prends un coup, les copains. Donc évidemment que sur ce parcours, je vous dis, 8e de finale, mais à nuancer, parce que les seuls qui ont vraiment existé dans leur match à élimination directe, bah, c'est les Mexicains. Donc en plus de ça, les Mexicains, il y a aussi un paramètre à prendre en compte dans leur mondial, c'est que mine de rien, le Julián Quinones, on l'a tous bien aimé. Il y a des buts, il y a des moments importants. C'est le premier buteur du mondial. C'était un peu une interrogation, on savait pas trop, parce que bon, pas se mentir, on regarde pas tous la Saudi Pro League. Donc évidemment que lui, il va faire partie des choses positives. Raúl Jiménez aussi. Et puis après, il y a d'autres joueurs. Alvarado aussi, avec ses 3 passes décisives, forcément, il est à prendre en considération. Mais il y en a plusieurs, que ça soit Fidalgo, que ça soit Romo, que ça soit Gilberto Mora, que ça soit Lira, le numéro 6, la défense centrale avec Johan Vasquez. J'aurais envie de vous mettre Rangel, parce que jusqu'au 8e de finale, il fait clean sheet partout. Et bon, force est de constater que son match contre l'Angleterre, c'est catastrophique. Enfin, il est vraiment pas bon. Donc je vais peut-être pas le mettre dans les vrais plus, mais sa Coupe du Monde est plutôt positive. Je vous dis, le fait de terminer 3 matchs, 3 victoires dans un groupe, ok, c'était à la portée largement du Mexique. Mais
le 3-0 face au Tchèques, la victoire au couteau tiré face à la Corée du Sud et le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud 2-0, bah, ça marque les esprits. Et puis, ajouter à ça, je vous dis les copains, le 2-0 face à l'Équateur, franchement, ils ont été impressionnants sur ce match-là. Ils ont bouffé complètement les Équatoriens. Bon, sur l'impression visuelle, je vous le dis, les Mexicains, ils sont pas loin de l'emporter. Ils sont pas loin de l'emporter. Mais, attention, dans ce type de cas, je vous le dis les copains, dans ce type de cas, il y a aussi le pédigré de l'équipe. Donc, et quand je parle de pédigré de l'équipe, il y a aussi l'aspect quand tu accueilles une compétition comme la Coupe du Monde, tu as une chance et une exposition qui est plus importante que d'habitude. Donc, la possibilité d'aller plus loin que d'habitude. Vous allez me comprendre. Donc, c'est-à-dire de faire un parcours plus qualitatif que ce que tu as l'habitude de faire. Et là, désolé, mais là, les Mexicains, ils peuvent pas l'emporter. Parce qu'on le sait, à chaque fois, c'est leur plafond de verre. Ah, ça fait depuis 1990 que je suis toutes les Coupes du Monde avec assiduité. Je vous le dis, j'ai jamais vu les Mexicains arriver en quart de finale. Donc là, les voir s'arrêter une nouvelle fois en huitième de finale dans une compétition qu'ils ont accueillie, ça pose problème pour moi. Ça pose problème pour moi parce que il n'y a pas ce côté historique qui a été dépassé par la sélection. Alors, je crois que la meilleure performance, c'est un quart de finale, voire une demi, mais il y a très longtemps. Ça fait, je crois, une cinquantaine d'années que ça n'a pas passé ce cap. Donc, si à la limite, on va dire, le Mexique joue pas bien, joue moins bien, mais fait ce fameux quart de finale, qui est une barrière un peu mentale et un plafond de verre, comme je vous dis, bon, bah là, j'aurais tendance à me dire, bon, bah, ok, sans conteste, c'est pour les Mexicains. Mais les Mexicains, ils sont dans ce qu'ils savent faire. Donc, passer le premier tour et être séduisants, ils l'ont fait. Premier de leur groupe, pas de suspense pour la qualification et un match plutôt séduisant en fin de phase de groupe. Donc, très bien. Match très séduisant contre l'Équateur en 16e de finale. Donc, c'est un peu difficile pour eux, parce qu'à la limite, si ça avait été un 8e de finale, ils seraient passés directement en quart. Mais là, maintenant, vous le savez, les copains, on est dans une Coupe du Monde à 48, donc il y a 16e de finale. Donc, pour arriver forcément en quart, il faut que tu fasses 2 matchs à élimination directe. Et bah, ils ont réussi un, mieux que d'habitude, où ils s'arrêtent directement en 8e. Mais sauf que là, le match contre l'Angleterre, alors on peut toujours se dire, hein, bien évidemment, faut pas sous-estimer, c'est l'Angleterre qui termine 3e du mondial, donc c'est pas une petite performance, c'était pas une petite équipe en face. Et perdre 3-2, c'était positif, mais t'as pas battu ton meilleur score. Et sachant que tu étais chez toi, bah oui, pour moi ça doit rentrer dans la grille d'évaluation. Et à ce petit jeu-là, je vous le dis, la sélection qui a dépassé son fameux plafond de verre, c'est le Canada. C'est le Canada parce que le Canada n'avait, alors ça va plus vite même, il n'avait jamais remporté un match en Coupe du Monde. Donc là, pensez bien que les gars, les Canadiens, ils en ont gagné 2. Ils n'en avaient jamais gagné depuis 1930. Alors, je sais pas s'ils participaient en 1930, mais vous m'avez compris. Depuis quasiment 100 ans, ils n'avaient jamais eu une victoire en Coupe du Monde. Là, on en a 2. Alors, bien sûr, faut nuancer parce que le match contre le Qatar, bon, on a tous vu le match. On a vu le match. Vous l'avez peut-être pas vu, c'était à 3h du matin. C'était pas le match le plus sexy de la Coupe du Monde, mais nous, on l'a vu. Et dans ce match, vraiment, les Qataris ont fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. C'est le match le plus what the fuck de la Coupe du Monde. Vraiment, j'ai complètement disjoncté. Ils sont partis en physique ultra n'importe quoi. Ismaël Koné se fait casser la jambe sur ce match-là. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais par contre, le résultat, il est là.
un triplé de Jonathan David, il y a des très très beaux buts, il y a un coup franc. Enfin, vraiment, ce match-là, il est abouti et la première victoire, je pense que les Canadiens vont s'en souvenir. Derrière ça, il y a la défaite face au Canada, face à la Suisse, pardon, qui enlève la première place. Mais le Canada finit quand même premier de son groupe, finit quand même deuxième de son groupe, pardon, décidément. Et si on est très honnête, ils ont plus mérité que la Bosnie. La Bosnie qui a été très très attentiste face aux Suisses et qui au final s'est pris un tarif. Là où les Canadiens ont vraiment essayé de jouer. Ils étaient moins forts, mais ils ont essayé de jouer. Donc, pour cette fameuse phase de groupe, bien sûr que la phase de groupe des Canadiens, elle est moins réussie que celle des Mexicains. Là, faut être très clair. Il y a une équipe qui gagne tous ses matchs et qui finit avec 0 but encaissé, et l'autre qui termine deuxième avec 4 points. 4 points. Dans un groupe où, je rappelle, c'est Suisse, Qatar et Bosnie, les adversaires. Bon, on ne peut pas parler non plus de performance XXL et inoubliable. Mais, je l'ai dit, l'important là-dedans était déjà de passer ce fameux gap du premier match et de se dépuceler une bonne fois pour toutes dans la Coupe du Monde de football. Donc, c'est fait. Donc, déjà ça peut être considéré quand même comme une réussite. Ensuite, il y a un 16e de finale. Et là, ce 16e de finale, c'est vrai que le Canada est pas mal loti parce que jouer l'Afrique du Sud en 16e de finale, c'est pas l'épouvantail que tu te récupères. D'accord? C'est un deuxième de groupe, comme le Canada. Je rappelle qu'il y a eu des deuxièmes de groupe qui étaient plus costauds. Je pense à la Norvège, par exemple. Je pense au Japon, par exemple. Je pense au Portugal, par exemple. Je suis pas sûr que si le Canada était tombé face à une de ces 3 sélections, je suis pas sûr que ça serait passé. N'empêche que, face à l'Afrique du Sud, l'équipe qui mérite de l'emporter, c'est le Canada. C'est pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud débute bien, mais c'est très très décevant, et le Canada, vraiment, va se chercher la qualif, est maladroit, ça c'est sûr et certain. On va pas se mentir, supporters canadiens, si vous écoutez ce podcast, bah oui, il y a de la maladresse dans le milieu de terrain, dans le dernier geste, bien sûr. Maintenant, il y a une vraie bonne volonté et une vraie générosité de la part de l'équipe et des joueurs qui sont intéressants. Et dans ce match-là, bah évidemment, Eustáquio qui va marquer le but de la victoire, il va être important, mais c'est un peu tout le monde. Alors oui, Jonathan David, il réussit pas tout et la Coupe du Monde, elle est un peu décevante pour lui, malgré son triplé contre le Qatar. Mais il y a je vous dis, il y a une générosité dans la défense, sur les gars de côté, vraiment, vraiment. Moi, je les ai trouvés rafraîchissants. Voilà, je les attendais pas réellement à ce niveau-là. Et dans ce 16e de finale super ouvert, il mérite en fait. Il mérite. Et donc là, il s'ajoute une deuxième victoire. Et au-delà de la deuxième victoire, les copains, c'est que là, ils arrivent en 8e de finale, parmi les 16 meilleures équipes de la compète. Ou aussi les 16 meilleures équipes au monde. Et là, on est quand même en train de passer un cap. Et dans le fameux cap historique, les copains, là où le Mexique s'est arrêté en 8e de finale comme d'habitude, les Canadiens, ils passaient jamais le premier tour. Donc là, ils passent le premier tour, ils passent les 16e de finale, et ils arrivent en 8e de finale. Et les copains, franchement, on peut pas, je vais pas vous dire qu'on peut pas faire mieux. Mais c'est déjà réussi plus là pour les Canadiens. Si on regarde sous cet angle-là, hein. Si on regarde le pédigré, les parcours, comment ça s'est fait et tout ça. Oui, là, les Canadiens, ils nous ont proposé vraiment quelque chose de ouf, qui est synonyme de meilleure performance de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Donc,
oui, évidemment, ça va s'arrêter en 8e. Et ça va s'arrêter un peu brutalement parce que le 3-0 face aux Marocains, bon, il y a une première mi-temps où le Canada a des vraies situations, des vraies opportunités. Il bouscule vraiment le Maroc. Bon, on va pas se mentir, sur la deuxième mi-temps, à partir du moment où le Maroc va ouvrir le score, on croit plus réellement aux chances du Canada de revenir dans la partie et ça se termine par un 2, puis un 3-0 qui est un peu dur. Mais ça montre aussi un peu l'écart qu'il peut y avoir avec une sélection plus référencée qui est dans le top 10 du classement FIFA. Ah, le Canada, c'est 30e au classement FIFA, hein, les copains. Ne nous trompons pas. Hein. Donc, ils finissent parmi les 16 meilleures équipes, ils sont 30e, ils ont surperformé. Et on a des images de moments importants de cette équipe dans cette Coupe du Monde. Et ça doit aussi contribuer par rapport au Mexique, qui lui, ok, fait forte impression pour toute la phase de poule et son 16e de finale. C'est plus maîtrisé que le Canada qui sort l'Afrique du Sud. Ok. Par contre, les copains, ne trompons pas. Hein. Le Canada, c'est historique ce qu'ils font. Et même si ça s'arrête en 8e dans un match où ils n'ont existé que la première mi-temps, ça s'arrête en 8e de finale. Meilleure performance de leur histoire. 5 matchs joués, 9 buts marqués, 6 encaissés. Voilà, un joueur qui met un triplé dans une rencontre, Jonathan David, c'est pas rien. Alors, c'est des trucs un peu individuels, mais n'empêche que, voilà, le Canada a eu un joueur qui a marqué un triplé en phase finale de Coupe du Monde. C'est une stat parmi une autre, mais elle doit être prise en compte. Et puis voilà, moi, je vous l'ai dit, il y a eu des joueurs qui ont été intéressants. Le Nathan Saliba, moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement, joueur très intéressant. Promise David, on le connaît aussi. Eustakio, j'en ai parlé aussi. Bon, la défense, je suis un peu plus, voilà, je suis de Fougerolles, pas dingue. Cornelius, je le connais, c'est pas fou. Mais c'est généreux, c'est volontaire et ça triche pas. Donc, dans cette évaluation, j'ai envie de vous dire, les copains, si on prend le côté historique, c'est le Canada qui réussit. C'est le Canada qui réussit plus. Parce qu'il y avait vraiment une attente. Je ne dis pas que c'était démesuré, mais il y avait une attente quand même que enfin le Canada décroche sa première victoire. Peut-être passe en 16e de finale. Et puis, qui sait faire un joli parcours. Là, je pense que tous les Canadiens, qu'ils soient fans de foot ou pas, ont été fiers de l'équipe du Canada. Et c'était ce qu'avait dit un peu Jesse Marsh dès la victoire en 16e de finale. Donc, le Canada, dans cette évaluation-là, dans ce petit débat, je vous dis, ils sont pas sous-estimés, loin de là. Parce que eux ont fait un truc que n'ont pas fait les Mexicains, dépasser leur plafond de verre et faire un truc historique. Voilà. Maintenant, il en reste une troisième. Hein. Il reste un troisième pays qui a organisé cette Coupe du Monde. Et c'est paradoxal parce que c'est celle qui, dès le départ, a donné le plus de gages de satisfaction. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le États-Unis-Paraguay et la victoire américaine face au catcheur paraguayen que j'avais pas encore vu à ce moment-là, catcheur paraguayen. Franchement, la manière dont ils ont abordé le match, où ils ont étouffé leur adversaire et on va dire où ils ont produit du jeu, moi j'étais très 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 hypé et je me suis dit attention, en fait, cette équipe des États-Unis, bien sûr qu'il faut pas la sous-estimer parce qu'elle est à domicile, mais il y avait vraiment une cohésion, il y avait vraiment un truc collectif qui était à mes yeux au-dessus du Canada et du Mexique. Et même si le Mexique avait gagné son premier match 2-0 contre l'Afrique du Sud, je trouvais qu'il y avait plus de maîtrise, plus de talent individuel dans cette équipe des États-Unis. Et voilà, je me disais, attention, ils ont une partie de tableau qui peut être à leur avantage. Ils peuvent se retrouver dans un bon enchaînement jusqu'en quart de finale si ça déconne pas. Attention aux Américains. Donc moi, j'étais vraiment dans ce
on va dire, dans cet état d'esprit-là pour les États-Unis. Et encore plus après le premier match, où je me suis dit, bon, ils vont se balader. Parce que, OK, il y avait les Turcs que j'aimais bien, mais voilà, les Turcs semblaient pas être dans une bonne phase. Et de l'autre, il y avait l'Australie qui, pour moi, était très, très limitée. Donc, je me suis dit, ça va finir premier. Et derrière, bon, bah, ça va le faire. Alors oui, il y a cette victoire contre l'Australie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est positif. Ça joue bien. L'Australie n'a pas beaucoup d'occasions, mais bon, ils se battent, hein, mais la victoire américaine est largement méritée. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Ils assurent leur première place. Là où je suis un peu plus chiffonné, ouais, ça m'arrive d'être chiffonné, les gars. Là où je suis un peu plus chiffonné, c'est pour le match contre la Turquie. Alors, OK, bien sûr, ils sont déjà qualifiés, assurés d'être premiers. Bon, il y a des équipes qui avaient envie, pour malgré cette première place, de continuer d'assurer, de machin. Bon, d'autres qu'on fait tourner. Pochettino a fait tourner, ça peut se comprendre. Et le résultat final, c'est un peu une bouillie. C'est un peu une bouillie et bon, les Turcs méritent leur victoire, mais je sais pas, c'est un match un peu bizarre. Mais comme il n'y a pas ce réel enjeu, il n'y a pas d'enjeu dans ce match et les Turcs en plus sont éliminés, donc ça change rien en fait. Ça change strictement rien. Donc forcément, les calculs pouvaient régner à ce moment-là. Mais bon, voilà, ce dernier match de phase de poule laisse un petit goût amer. Là où, je l'ai dit, attention, le Mexique, ça réussit, 3 matchs, 3 victoires. Le Canada, c'est quand même pas mieux que les États-Unis. Faut être honnête, je préfère la phase de poule des Américains plutôt que celle des Canadiens. C'est quand même mieux maîtrisé, même s'il y a ce dernier match un peu en mode boudin. Bon. Après arrive ce 16e de finale. Les copains. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va faire parler? Alors, il va pas faire tant parler que ça avant le coup d'envoi. Hein. Il va pas faire parler tant que ça pour le débrief. Parce que les États-Unis remportent logiquement leur 16e de finale. Mais il va se passer une dinguerie dans ce match. Il va se passer une dinguerie. Balogun, qui venait d'ouvrir le score, va se rendre coupable d'une... Oui, c'est d'une maladresse. Mais bon, heureusement, la maladresse, les copains, je vous annonce que c'est pas... Comment vous dire, on s'en fout un peu que ce soit maladroit ou pas. C'est le résultat. C'est que je sais plus le joueur bosnien qui nettoie bien la cheville. Mais non, là, c'est pas possible. Donc Balogun va prendre son carton rouge. Et puis bon, bah, on le sait tous. Il va y avoir une commission spéciale, un truc qu'on n'a jamais vu de nulle part, et qu'on, je pense, on reverra plus, qui va annuler le carton rouge. Voilà. On en a déjà parlé, c'était un scandale, c'est scandaleux. Je pense qu'en plus, ça a donné de la motivation aux Belges dans cette rencontre. Donc, au niveau de l'éthique, c'est catastrophique. Au niveau de l'image, c'est aussi catastrophique. Et au niveau du résultat final, bah, ça va être catastrophique parce que on va beaucoup plus parler de cette annulation de carton rouge que de la victoire contre la Bosnie. Et on va tous se focaliser sur alors attends, est-ce qu'avec Balogun, face à la Belgique en huitième de finale, ça va passer? Et puis là, tu te manges un mur. Tu te manges un mur parce que jamais la Belgique dans ce match, même si elle a été rejointe au score par le coup franc de Tillman, jamais la Belgique elle a été en danger. Donc au final, un peu, c'est même encore pire que pour moi c'est le Canada, parce que le Canada arrive au moins à tenir 45 minutes dans son huitième de finale contre le Maroc, mais au niveau du jeu, ils sont même au-dessus. Là où les États-Unis, il y a peut-être match nul à la mi-temps, et vraiment, peut-être même que les Belges repassent devant. Et on voit bien, les Américains n'y arrivent pas du tout. Et on n'y croit pas une demi-seconde.
pour les États-Unis pendant ce huitième de finale. Donc la sortie, elle est quand même dure. Elle est quand même sèche. T'as pas existé véritablement dans ce match. L'image renvoyée, on l'a dit. Il y a un premier tour qui est plutôt maîtrisé, même si le dernier match n'est pas génial, mais c'est plutôt maîtrisé, donc ok, on va dire validé. Par contre, ce 16e de finale contre la Bosnie fait plus couler d'encre et malheureusement, c'est le résultat. On se rappelle plus du carton rouge de Balogun que des buts inscrits par les États-Unis. Donc ça fait beaucoup. Je rebois un coup. Donc oui, évidemment, cette équipe des États-Unis, elle n'a pas fait un fiasco. Parce que quand on m'entend comme ça, on pourrait dire donc en fait ils ont complètement floppé. Non, ils n'ont pas complètement floppé. Ils sont tombés face à plus fort qu'eux dans un huitième de finale, donc parmi les 16 meilleures équipes. Mais on rappelle, les copains, ils sont 17e au classement FIFA, qui sont à leur place. Il n'y a pas de surperformance. Quand tu es 17e, être dans les 16 meilleures équipes, bon, si vous voulez, pour chipoter, c'est une surperformance, mais vous m'avez compris, quoi. Ils sont dans leur axe. Et pareil que le Mexique, la meilleure performance pour les États-Unis dans une Coupe du Monde, c'est un quart de finale. Donc là, désolé, mais le huitième de finale au niveau historique, tu passes pas un cap. Tu ne passes pas un cap. Si on ajoute la manière d'être ressorti, comme j'ai dit, sèchement, l'histoire de Balogun, et que on pense que dans ce fameux premier tour, il y a aussi ce match raté contre la Turquie, je vous dis, c'est sûr et certain, ce ne sera pas les États-Unis. Et pourtant, ils ont fait ils sont arrivés au même stade que le Canada et que le Mexique. Mais comme vous avez compris, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, on essaie de nuancer un petit peu dans les parcours. Désolé, mais les États-Unis, pour moi, ils sont vraiment en dessous sur plein de critères par rapport au Mexique et par rapport au Canada. Donc, pour moi, clairement, ça va pas être les États-Unis, pour répondre à notre débat, c'est pas les États-Unis. Et malgré les 3 buts de Balogun, les 2 coups francs de Tillman et 2-3 joueurs intéressants, je pense à Robinson, je pense à Adams, je pense même aussi à Freeman. Il y a eu de la qualité. Maintenant, voilà, c'est pas possible. Et puis la fameuse question du gardien, Matt Turner, c'était sympa, et je trouve que ça tenait la route quand même. Voilà, le Matthew Freeze, sans faire de mauvais jeu de mots, il a frisé le ridicule sur ce fameux match contre la Belgique. Donc non, ça peut pas être les États-Unis. Donc dans ce match-là, ça va se jouer entre Mexique et Canada. On peut soit s'arrêter, comme je vous le dis, avec l'impression visuelle et donc de compétitivité. Donc, c'est l'équipe qui a été la plus compétitive, qui s'est battue jusqu'au le plus loin et pour lequel c'était le plus accroché, c'est le Mexique. C'est le Mexique, qui a fini aussi premier de son groupe, qui a maîtrisé son 16e de finale de A à Z. Sur la compétitivité, ça va être le Mexique. Et devant le Canada et devant les États-Unis. Par contre, sur la fameuse évaluation historique, là, le Canada l'emporte et loin devant. Loin devant, parce que, on le rappelle, il n'y avait pas eu de victoire, il y en a 2. Il n'y avait pas eu de qualification pour le tour à élimination directe. Il y a la qualification et il y a aussi une équipe éliminée à ce moment-là, donc l'Afrique du Sud. Donc, sur le point de vue historique, le Canada est vraiment, vraiment largement au-dessus. Je ne reparle pas des États-Unis eux, c'est même pas qu'ils stagnent avec leur plafond de verre, c'est qu'ils sont en dessous de leur meilleure performance. Donc, pour un pays organisateur, c'est décevant. 8e de finale, c'est décevant quand ce pays organisateur en question a déjà fait quart de finale dans une Coupe du Monde. Donc, c'est là qu'est peut-être un petit peu
le problème pour les États-Unis. Et pour arriver à les départager, bah, les copains, après, c'est comme vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plus de la team, on s'arrête juste sur la compétitivité, et auquel cas, bah, vous avez votre réponse, c'est le Mexique. Soit on s'arrête sur le paramètre le plus important, c'est quelle est l'équipe qui a fait le meilleur parcours de son histoire et qui a repoussé les limites, auquel cas c'est le Canada, et donc c'est le Canada qui a fait le meilleur mondial. Et pour moi, voilà, j'ai tout évalué, on a tout mis sur la table, donc après c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Moi de mon côté, je vous le dis, je vais primer le côté historique. Je vais primer le côté historique parce que on peut pas nier que c'est un grand pays, alors pas un grand pays de football, mais un grand pays qui a écrit l'histoire du football de son histoire, qui a écrit l'histoire de son football. C'est mieux, c'est un peu mieux. C'est une équipe qui était pas forcément attendue, qui a provoqué des émotions, qui a joué un football offensif, qui a pas calculé. Alors ça a peut-être été leur problème, mais ils ont pas calculé. Donc même dans l'impression visuelle, bien sûr que le Mexique était plus compétitif, mais ils ont plus fait plaisir à voir en fait. Ils ont plus été agréables à voir, et je vous dis, le fait d'avoir repoussé leurs limites et d'avoir dépassé ce fameux cap des huitièmes, du premier tour et du match à élimination directe, ouais, pour moi c'est eux qui me portent. Donc pour moi, le pays organisateur qui a le mieux réussi sa Coupe du Monde, pour moi, c'est le Canada. Derrière, je place le Mexique, et troisième, les États-Unis. Désolé, amis américains, mais pour ma part, ça sera ce petit classement-là. Et voilà, ça se joue avec là un petit peu d'affect, un peu de sensibilité, mais comme je l'ai dit, si vous privilégiez plus la compétitivité, c'est plus le Mexique, parce qu'il y a plus de matière à féliciter le jeu, l'emprise, les résultats, ben voilà. Maintenant, sur le côté historique, et j'ai envie de me baser là-dessus, c'est tous les 4 ans, on rappelle, une Coupe du Monde, donc c'est pas tout le temps que tu peux avoir l'occasion d'écrire l'histoire de ton pays et du football de ton pays. Ils l'ont fait, donc allez, moi je favorise et je privilégie ça par rapport aux Mexicains. Et pour terminer, de toute façon, vous l'avez compris, moi, c'est décevant de la part des États-Unis. J'attendais plus. J'étais hypé avec ce premier match. Ça se sera arrêté bien vite après ce deuxième match gagné contre l'Australie. Derrière, le match contre la Turquie, le match polémique contre la Bosnie, et puis alors la leçon face aux Belges de Rudy Garcia. Non, pour ma part, ça peut pas être. Donc, voilà, si je fais un petit classement dans les pays organisateurs qu'on numéro ici, Canada en 1, Mexique en 2, États-Unis en 3. Voilà. Donc les copains, je vais m'arrêter là. 38 minutes, je pense qu'on a fait le tour dans ce petit podcast. Donc merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce petit live. N'hésitez pas, les copains, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à noter si vous avez apprécié ce podcast, ou si vous l'avez pas apprécié, vous pouvez le noter, mais le problème c'est que si vous le notez pas bien, on va pas remonter dans les charts. Donc si vous avez la possibilité de mettre un petit like, de mettre une petite note, de vous abonner, on a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer, de vous proposer chaque jour plusieurs débats qu'on espère intéressants à écouter. Donc allez-y, là c'est un épisode spécial podcast, et on va en faire de plus en plus. Donc, allez-y les copains, la communauté podcast FC Copains, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Donc, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, notez, likez, voilà. C'est votre mission les copains, et nous, on se charge de faire du contenu de qualité et des débats intéressants. Voilà les copains, donc merci à tous d'avoir suivi. Et puis, vous gardez en tête, si vous êtes abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant, non pas le Mondial 2026, mais pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.